Pour une meilleure écoute immersive en son 3D, nous vous recommandons d'écouter cette histoire avec un casque. Bonne écoute. Quand vous m'avez demandé de venir raconter mon histoire pour History, je dois vous avouer que j'ai longuement hésité. Je ne suis pas du genre à me la raconter, et encore moins à m'exposer. Je prends de sérieux risques à accepter de le faire. Pour tout vous dire, avant de prendre ma décision, je suis allé écouter quelques histoires sur votre site history.fr. Elles sont bien racontées. Ça m'a convaincu sur votre sérieux. Bref, j'accepte de vous raconter mon histoire et c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous à visage découvert dans ce bar anonyme. Alors, si vous êtes prêts à enregistrer, on va pouvoir y aller. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons conscience du risque que vous prenez à venir nous raconter votre incroyable histoire sur History. L'enregistrement a commencé. Vous pouvez donc commencer par vous présenter. On va dire que je m'appelle Mike. Je suis celui qui a réalisé le plus grand vol de tableaux de toute l'histoire. C'était le 18 mars 1990, un dimanche matin. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai orchestré minutieusement ce qui serait le plus audacieux coup de ma carrière, mais aussi le plus gros casse du siècle. History, des histoires qui ont marqué l'histoire. Accompagné de mon fidèle complice de toujours, ce dimanche matin-là, nous nous sommes purement et simplement déguisés en policiers. Dans la froideur matinale de Boston, nous sommes arrivés devant le Isabella Stewart Gardner Museum, un bâtiment vraiment splendide aux allures vénitiennes. Ainsi, et le plus naturellement du monde, nous avons sonné à la porte du service de sécurité en prétextant une intervention suite à un dérangement sonore. Plus c'est simple et plus ça fonctionne. Les gardiens, sans défense et sans armes, sont tombés direct dans le panneau et ont cru à notre subterfuge. Une fois à l'intérieur, nous les avons neutralisés puis mobilisés. Le musée tout entier était à notre disposition. C'était un vrai plaisir. Nos cibles, des œuvres d'art inestimables, bien sûr. Vous aviez donc le musée à vous tout seul? C'est bien ça? Mais comment avez-vous choisi les tableaux que vous alliez voler? La première pièce à attirer mon regard fut la sortie de l'office en l'église de Sainte-Marie Vignon d'Edgar Degas. J'ai été fasciné par cette aquarelle et j'ai su tout de suite que je devais la prendre avec moi. Nous avons également saisi 3 autres œuvres d'Edgar Degas, 3 montures de jockey, cortège aux environs de Florence et programme de course. Après tout, puisqu'on était là, autant tout prendre. C'est vraiment un très bon choix. Et ensuite? Ensuite, nous avons décidé d'emmener Le Concert, une œuvre de Vermeer. Seuls 34 tableaux de Vermeer sont connus à ce jour, ce qui rend cette œuvre d'autant plus précieuse et inestimable. Mais le joyau absolu, la couronne de tout ce cas, c'était le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, le seul tableau de Rembrandt représentant un paysage marin. Et quoi d'autre? Vous aviez un peintre préféré peut-être? Nous avons également pris Dame et gentilhomme à cheval de Rembrandt, ainsi qu'une série d'objets d'art asiatiques, dont une guérite impériale chinoise de la dynastie Shang. Au total, le butin a été estimé à plus de 500 millions de dollars, faisant de ce casse le plus grand vol d'œuvres d'art non résolu de toute l'histoire. Effectivement, c'est particulièrement impressionnant. Et ensuite? La suite, c'est simple. On est reparti comme on est venu. Pas inquiété le moins du monde. On n'a laissé aucune trace, rien. De vrais fantômes. Et vous êtes ressorti comme ça, le plus naturellement du monde. Et la police dans tout ça? Alors pourquoi la police n'a aucune piste, ni indice? Un seul mot, préparation. Nous avions passé des mois à étudier le musée, à comprendre son fonctionnement, à planifier chaque détail du vol. Nous avons appris les routines de sécurité, les points faibles du système de surveillance, les horaires du personnel, absolument tout. Et les traces? Vous avez forcément laissé des traces, laissé des indices derrière vous. Nous avions bien sûr utilisé des gants pour ne laisser aucune empreinte et nous avons fait attention à ne laisser aucun indice derrière nous qui pourrait nous trahir. De plus, le système de vidéosurveillance du musée a été neutralisé. Les enregistrements de cette nuit-là ont été effacés, laissant la police sans aucun moyen de nous identifier. Et surtout, nous avons agi avec une discrétion totale dans les jours et les semaines qui ont suivi le vol. Nous n'avons contacté aucun intermédiaire pour vendre les œuvres. Nous n'avons rien fait qui aurait pu attirer l'attention sur nous. Nous étions absolument transparents, inexistants. Nous sommes devenus des fantômes mystérieux.
Et même si la police avait des pistes, il serait presque impossible de prouver quoi que ce soit. Les œuvres ont disparu sans laisser aucune trace. Pas de transactions suspectes, pas de tentative de vente, absolument rien. En résumé, c'est un braquage absolument parfait. Par la suite, en 1999, je crois bien que notre casse a donné l'idée du film Haute Voltige, mon personnage étant interprété par le merveilleux Sean Connery. En tout cas, entre mon histoire et le scénario du film, la ressemblance est plutôt troublante. Bref, c'est ainsi que je suis devenu un nom inconnu, mais très redouté dans le monde de l'art. Un cambrioleur insaisissable qui a réussi le plus grand vol de tous les temps. Et même maintenant, des années plus tard, la police n'a toujours aucune idée de qui je suis. Alors pour finir et pour résumer, un dernier mot pour nos auditeurs. Alors, vous pouvez m'appeler Mike si vous voulez, c'était mon histoire. Celle du plus grand casse de tous les temps. Ah, au fait, j'oubliais. Ma tête est mise à prix à 10 millions de dollars, si ça vous tente. Alors, bonne chance. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr